La doctrine qui a mené à l'établissement de camps dans la période coloniale française, eh bien, c'est la même doctrine qui a été reprise par les Par les militaires Américains. américains, exactement, pour mettre en place Guantanamo. L'idée du grand remplacement, on l'associe souvent, à juste titre, à Renaud Camus, puisque c'est lui qui l'a popularisé, mais ce n'est pas lui qui a inventé le concept. En réalité, le grand remplacement, c'est une théorie conspirationniste qui a été portée très longtemps par les communautés pieds noirs en France. C'est ce qui est porté directement par ce rapport, qui naît en mai, comme je le disais, encore une fois, dans le cadre de cette catalyse de la réaction punitive étatique à la suite du 7 octobre et de la lutte de la résistance palestinienne. Bienvenue dans le Phare Podcast. Nous recevons aujourd'hui Ryan Freschi. Ryan, bonjour. Merci, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Ryan, vous êtes chercheur pour Cage International, auteur notamment du rapport « Nous commençons à répandre la terreur », dévoilant la politique d'entrave systématique anti-musulmane menée par l'État français. Vous êtes aussi juriste. Quoi d'autre? Révolutionnaire, musulman, ouais, ça me suffit. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler d'islamophobie, et plus précisément d'islamophobie d'État. Donc avant de retracer la chronologie de l'islamophobie à la française et d'en décrypter les origines, on va s'attarder avec vous sur la séquence qui commence à partir du 7 octobre Tout à fait. 2023. De là où on assiste à une répression de la parole des musulmans, notamment au moyen de l'infraction d'apologie du terrorisme et d'autres. Oui. Et là, vous évoquez, vous, un changement de paradigme. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant avec le contexte actuel, et ce sont les similarités avec quelques événements du passé. Je veux mentionner ici, en fait, la place centrale de la violence politique, à la fois dans le monde musulman, mais aussi ailleurs, et sa conséquence majeure, qui est celle de catalyser une réponse répressive qui est souvent, disons, punitive évidemment et d'ampleur assez inouïe. C'est ce que nous avions, finalement, nous en avions été témoins dans l'ensemble du monde musulman à la suite des événements du 11 septembre, qui, encore une fois, je précise qu'ils catalysent, c'est-à-dire qu'ils ne causent pas, il n'y a pas de lien de causalité, mais il y a un effet de catalyse qui est évident. Et à l'époque, ce que nous avions remarqué évidemment, c'était, une réaction, qui s'était matérialisée sous la forme d'une guerre de conquête, une guerre d'invasion. Voilà, donc on part et on va envahir l'Afghanistan, on va envahir l'Irak, et cetera, et cetera. Il y aura d'autres effets évidemment dans le temps, qui se sont produits. Le développement de la législation antiterroriste aux États-Unis, en Angleterre et ensuite dans l'ensemble de l'Occident, pour faire rapide. Or, aujourd'hui, à la suite de cet acte de violence politique du 7 octobre mené par la résistance palestinienne, cette fois-ci, la réponse est évidemment toujours militaire, mais la nature, à mon sens, a changé. Il ne s'agit plus d'une simple volonté d'invasion et de conquête, il s'agit véritablement d'un génocide, d'une guerre génocidaire, d'un génocide. Ce qui signifie que cette fois-ci, les objectifs, heu, ont véritablement changé. Il ne s'agit pas simplement, finalement, de paralyser une partie de la communauté musulmane qu'on considère comme étant, disons, responsable des événements, violents et d'événements politiques, majeurs. Finalement, on vise tout le monde Mmh. et on vise tout le monde de la même manière. On souhaite finalement, leur disparition totale. C'est ce à quoi font face, en ce moment, nos frères et sœurs, en Palestine. Et en France, comment on a criminalisé cette parole? Comment ça s'est matérialisé? Avec quels procédés? Quels instruments? Eh beh, alors évidemment, on ne fait pas face, à la comment dirais-je? Au même type de répression. Il y a pas de génocide en France. Mais, je dirais que, je me permettrais de dire que, l'esprit, du génocide, l'esprit de la répression est, cependant, commun. C'est-à-dire que l'on commence à réaliser qu'en réalité, la France cherche, comme vous l'avez mentionné, évidemment à museler, à assujettir, à domestiquer
non pas certains activistes, musulmans qui seraient un peu trop, disons, contestataires, mais l'ensemble de la communauté musulmane, on Et reviendra et dessus, et et même plus, on a l'impression que, même dans le monde universitaire, on ressent une sorte de tout à fait, pression sur tout ce à fait, oui, et oui, c'est tout à pas fait. forcément que les musulmans qui sont, Tout à fait, tout à fait. Tous ceux qui finalement portent une parole, qui, contestent le génocide, en Israël. La raison pour laquelle je précise la communauté musulmane, c'est parce que nous sommes ceux qui faisons face, à la répression en premier. On est, c'est la première ligne, on va dire ça comme ça, c'est nous. Mais évidemment, ce n'est pas exclusif, à notre parole. et donc concrètement, qu'est-ce qui a changé pour les musulmans français le lendemain du 7 octobre? Je dirais que cette fois-ci, on passe un cap dans ce que j'appelle moi, non pas simplement la répression, mais la persécution. C'est-à-dire que cette fois-ci, on décide, de placer, en garde à vue toute une série de personnalités musulmanes, de leaders musulmans qu'on considère comme étant, des leaders politiques un peu trop contestataires ou simplement des leaders religieux. On a Donc profité de ce moment-là pour tout accélérer à peut-être fait, certaines, tout à fait. Par exemple, la volonté, le programme d'épuration du territoire de ce que les autorités appellent les extrémistes religieux, qui en réalité sont simplement des imams, des leaders religieux tout à fait, communs. Eh bien, le travail d'expulsion a été, catalysé, comme je disais, précédemment. Donc il y a tout un nombre d'expulsions qui ont été facilitées et justifiées à la fois par, disons, le 7 octobre, et aussi, et c'est aussi un changement majeur qu'il faut prendre en compte, qui est de plus en plus justifié par les autorités, par la simple, croyance musulmane. Au-delà de ces aspects, politiques, évidents, mais simplement, vous trouverez parfois, des préfectures qui vont mentionner, parmi les accusations, le fait, de croire en certains hadiths, le mmh, fait de croire en, certains, paroles, coraniques. Donc il s'agit d'un changement majeur puisque si avant le 7 octobre, il y avait bien évidemment la volonté de, museler la parole contestataire, politique portée par des musulmans, cette fois-ci on dit: «D'accord, la parole politique c'est problématique, mais finalement on va remonter à la source. Finalement, bah, ce sont vos croyances islamiques qui sont un problème, même quand on ne voit pas forcément, on est en plein dans l'islamophobie, totalement, totalement. on peut parler d'islamophobie d'État? Totalement, oui, bien sûr, totalement, puisque, ces justifications sont portées souvent, comme j'ai dit, par les autorités publiques, les préfectures, et cetera et ensuite sont reprises par les tribunaux eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a à la fois le pouvoir exécutif, le gouvernement, les préfectures, les ministères, qui vont porter ces argumentaires et ces argumentaires sont de plus en plus validés par les plus hautes cours françaises. On l'a vu, dernièrement avec, l'affaire, d'Abdurrahman Ridwan, dont l'expulsion a été validée par le Conseil d'État, ce qui est la juridiction la plus haute, en France, et qui a repris peu ou prou l'ensemble du raisonnement et des accusations, de la préfecture qui mentionnait, évidemment son soutien, à la cause palestinienne, ce qui est tout à fait acceptable, mais aussi, certains aspects de la croyance islamique la plus basique. C'est les mêmes procédés qui ont été repris pour évincer l'imam Ismaïl de la mosquée, des Bleuets et ce sont des procédés, similaires qui ont été employés pour expulser d'autres imams. Là, on voit vraiment une accélération, mais cette islamophobie d'État, est-ce que vous pourriez définir cette notion d'islamophobie d'État Oui, et où est-ce qu'elle prend sa source? oui. Alors, quand je parle d'islamophobie d'État, je veux dire par là qu'il y a une islamophobie qui est portée par l'État, c'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques, une législation qui, finalement va cibler, les croyances musulmanes, la parole politique musulmane, qui va entraver de manière générale, finalement, l'épanouissement, la croissance politique de la communauté musulmane en France et évidemment ailleurs. Lorsque je parle d'islamophobie, à mon sens, il s'agit dans un premier temps de rappeler, ce qui apparaît comme une évidence, mais qu'on oublie parfois, qu'il s'agit d'une sunna dans l'argent. C'est-à-dire que systématiquement, s'il y a islam, il y a comment dirais-je? Un pouvoir, il y a un contre-pouvoir qui, va lui faire résistance, qui va s'opposer. Ça s'est toujours produit dans l'histoire, ça continuera de se Mmh. produire. Donc le premier aspect qu'il faut mentionner, c'est celui-ci. C'est une sunna, ça a toujours existé, ça continuera d'exister. Il y a pas de moment dans l'histoire où l'islamophobie n'existera pas. Elle sera toujours portée, par des ennemis de la foi, tout simplement. Hem et en ce qui concerne le concept, alors il y a beaucoup de définitions qui ont été, portées, même au niveau académique. Je préfère ne pas, comment dirais-je?
Il y a certainement une définition, mais les débats sont tellement ou plutôt ont été tellement intenses que je préfère ne pas en valider une D'accord. plutôt qu'une autre. Et sur l'origine, on va dire sans définition, mais de cette notion, est-ce que vous situeriez, Les où est-ce que les vous les situez un 1 peu les... fois qu'on a repris, enfin qu'on voit apparaître le terme, c'est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. D'accord. Donc c'est pas, parfois on a entendu, Caroline Fourest ou d'autres dire que c'était une invention des mollahs iraniens dans les années 70. C'est faux évidemment, hein. Ça Est-ce qu'il fallait existait, le ça a été vérifier? voilà, je Est-ce n'avais que pas c'est... besoin, c'est vrai. C'est vrai. Si elle le dit, c'est forcément faux. Mais du coup voilà, en plus il y a des preuves, voilà. Donc donc ça existait évidemment aussi auparavant. Et comme je disais, en fait, c'est un terme qui, même quand il n'a pas existé, ça ne veut pas dire que le concept Oui. n'était pas opérant. C'est pour ça que, aujourd'hui, vous écouterez, certains académiciens qui vous diront, que nous vivons l'ère de l'islamophobie. Ce qu'ils veulent dire par là, ce n'est pas que l'islamophobie, n'était pas présente auparavant, mais plutôt que son influence, sa force, son intensité sont certainement complètement inédites. Mmh. Heu, Il y a certains chercheurs qui établissent un continuum entre la gestion coloniale des populations et le mmh développement d'un discours, et d'une pratique islamophobe de l'État postcolonial. Est-ce que Tout c'est à fait, ouais. pas là où aussi on situerait un... Tout à fait, oui, bien sûr, c'est complètement valide. Ce qui est intéressant avec la donc il ne s'agit pas de dire que l'islamophobie commence avec la période coloniale, mais il s'agit de dire qu'il y a dans la période coloniale, des méthodes islamophobes, des politiques publiques islamophobes, des législations aussi, qui vont être reprises ou qui vont plutôt, parfois même être maintenues dans la législation, dans, le système de gouvernement Mmh. qui fera suite, donc la Cinquième République en réalité, en France et même ailleurs. On retrouvera, pour vous citer quelques exemples, hem, alors moi je travaille pour Cage, donc nous sommes, spécialisés disons, dans, les politiques publiques, les luttes, dites antiterroristes. On ne reprend pas ce terme, mais de manière générale, c'est comme ça que c'est présenté. Vous êtes Et basé en Angleterre. oui, c'est basé en Angleterre, mais nous agissons un peu Donc partout, on ne dans peut le pas vous monde, dissoudre. voilà exactement. C'est faut me dissoudre physiquement. Voilà, et tant qu'on me fait pas ça, c'est bon. Et donc je disais que, donc on est spécialiste de cette question et disons que, l'une des mesures, antiterroristes les plus connues et les plus employées, c'est l'assignation à résidence. Ouais. Très souvent, l'État français, depuis 20 ans, même d'autres, décident de placer sous assignation à résidence des musulmans parce qu'on considère que leurs paroles politiques, leurs actions politiques sont trop révolutionnaires, contestataires, etc., etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que cette mesure-là, qui est une mesure administrative, elle était très souvent employée aussi dans la période coloniale. Et D'accord. elle a été employée à l'encontre de personnalités musulmanes très connues, mais dont on ne sait pas, même quand on est parfois un peu familier de leur biographie, on ne sait pas qu'ils ont été soumis à ces mesures-là. Je pense en Algérie, par exemple, à l'imam Abdelhamid Ben Badis, qui meurt en 1940. Donc c'est lui qui sera le fondateur de l'association des ulama algériens, qui va finalement à la fois faire un travail de réislamisation, de dawa en Algérie et qui va en fait placer les fondations de la future révolution algérienne. Ce qui est intéressant et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il meurt en 1940 assigné à résidence par l'administration coloniale. Et son successeur à la tête de l'association des ulama algériens, Bachir El Ibrahimi, rahimahullah, mourra en 1965, donc après la libération de l'Algérie, mais lui aussi, et c'est très intéressant, assigné à résidence par le nouveau gouvernement algérien sécularisant, on Ouais. va dire ça comme ça. Mais pour revenir à la période coloniale, on retrouve, je parlais là des assignations à résidence, mais on pourrait même parler aussi, et c'est un continuum qu'on connaît peu, des camps. Des camps qui ont été mis en place pour finalement enfermer des musulmans considérés comme opposés au pouvoir républicain et colonial. Des camps, j'ai lu un article, j'ai découvert il y a quelques mois, existaient évidemment dès la conquête coloniale, donc lors du combat contre les forces de l'émir Abdelkader rahimahullah, et Mmh. d'autres évidemment, ce n'est pas le seul leader. Donc il y avait déjà des camps qui étaient mis en place lorsqu'on faisait prisonnier certains combattants musulmans, mais ces camps ont toujours existé. Donc depuis en fait
Grosso modo, la conquête, elle se termine en 1849, si je ne me trompe pas. Depuis 1849 jusqu'à la fin de la période coloniale, il y aura toujours des camps dans lesquels on va envoyer des musulmans parce qu'on considère qu'ils sont opposés au pouvoir. Or, l'emploi de ces camps, évidemment, c'est le plus connu aujourd'hui, c'est celui de Guantanamo. Et je faisais une recherche il y a quelques mois et j'ai découvert que comment dirais-je, l'idéologie ou plutôt la doctrine qui a mené à l'établissement de camps dans la période coloniale française, eh bien, c'est la même doctrine qui a été reprise par les Par les militaires Américains. américains, exactement, pour mettre en place Guantanamo. Donc, vous voyez, il y a ce continuum qui n'est pas simplement spécifique au contexte français, mais qui est véritablement global. Il y a presque un partage de connaissances morbides et répressives, persécutoires, entre ces pouvoirs impérialistes. Donc vous parliez justement de dire l'échange de bons procédés. Ouais, exactement. Ouais. On apprend entre nous, quoi. C'est ça. Donc, mais on fait généralement de l'offensive islamophobe globale la composante culturelle de la guerre contre la terreur qui avait été qui débute en fait après le 11 septembre. Ouais. Paradoxalement, on a l'impression que la France, elle s'en est plutôt bien sortie après le 11 septembre. Elle n'est pas comptée dans le lot. Tout à fait. Oui, tout à Et, fait. Tout à fait. mais vous situez plutôt ça, pour la France en tout cas, cette offensive, à partir des années 90. Tout à fait. Oui, tout à fait. Pourquoi on la compte pas trop après le 11 septembre Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons. La première raison, alors, pourquoi est-ce que je parle des années 90 ? De manière générale, quand on découvre la war on terror, la guerre contre la terreur, on dit que bon, c'est mené par les Américains, les Anglais, les Occidentaux de manière générale. On ne place pas la France dedans parce que elle part pas en Irak. Mais on oublie qu'elle part en Afghanistan. Oui, voilà, en Afghanistan. Donc ça, en revanche, c'est pas grave. Apparemment, ça passe, c'est pas une difficulté. Et surtout, post-2001, la France ne va pas adopter de loi dite antiterroriste. Elle adopte la loi de 2004, qui est l'une des plus radicales qui existe dans le monde occidental, hein, quand même. Ça n'existe pas. Une loi qui interdit le port du voile dans des écoles publiques, dans n'importe quel autre contexte occidental, c'est tout à fait inédit. Mais elle ne va pas adopter de loi antiterroriste. Donc on considère finalement que jusqu'aux actes de violence politique des années 2010, 2012, 2015, etc., on considère que la France, finalement, elle est plutôt elle est dans son coin. Elle fait des choses, c'est pas très positif, mais c'est pas aussi grave que c'est de la politique intérieure, quoi. Exactement. Or, on oublie qu'en réalité, si la France n'a pas adopté une nouvelle législation antiterroriste tout de suite, c'est parce qu'elle en avait déjà une, qui était déjà très développée et qu'elle avait déjà employée dans les années 90. Souvent, quand on parle, par exemple, de l'Angleterre, on dit alors oui, il y avait une législation antiterroriste, pas très développée, mais c'était appliqué aux révolutionnaires irlandais, aux indépendantistes irlandais. C'était une sorte de Patriot Act. Voilà, exactement. Mais c'était pas les musulmans, quoi. Ouais. Mais nous, c'était des musulmans dans les années 90. Et la première législation antiterroriste post donc période coloniale, évidemment, elle est adoptée en 1986, déjà, en pleine période en réalité, de resurgence de mouvements islamiques dans le monde musulman. Hein. C'est le moment où c'est la période où vont naître un peu partout des mouvements politiques dits islamistes. Moi, je ne reprends pas ce terme-là, mais simplement musulmans et qui vont naître. On pense à l'Algérie, mais pas qu'en Algérie. Hein. En Algérie, en Jordanie, en Bosnie. Évidemment, je reviendrai sur cet exemple parce qu'il me semble central. Et évidemment, pour le cas français, il y a cette réponse très forte à la victoire électorale du mouvement de resurgence islamique en Algérie, qui est le Front islamique du Sahel, qui est véritablement une déferlante politique et même médiatique. Vous lirez nos chers amis du Point qui nous mentionnent parfois pour nous cracher dessus. Mais à l'époque aussi, déjà, ils avaient un problème avec nous et il y a une figure très connue, c'était le leader du Front islamique du salut à l'époque, Abbassi Madani. Il y avait Le Point qui avait publié une où il disait l'homme qui fait peur à la France. Alors c'est particulier, je croyais que la France était partie de l'Algérie. Semble-t-il que non. Il y a des liens amoureux, semble-t-il, obsessionnels encore entre les deux. C'est très difficile de se détacher de la France. Et donc évidemment ensuite, malgré la victoire électorale qui était assez magistrale et assez incroyable, eh bien, il y aura un coup d'État évidemment mis en place par le gouvernement et une répression qu'ils qualifieront déjà en Algérie d'antiterroriste, qui est d'ampleur
absolument inédite et incroyable. Et ce narratif-là, il est utilisé des deux côtés. Du côté français et du Tout à côté fait, du tout à régime. fait, et tout à fait, du régime dictatorial algérien. Imaginez qu'à l'époque, on va déployer plus de 300 000 officiers afin de, en fait, mettre au pas la population. Je lisais un rapport d'un comité indépendant de défense des droits humains algérien qui disait, bah, en fait, finalement, on s'est rendu compte que l'État algérien, l'État dictatorial, décide que à huis clos, il va régler ses comptes avec le peuple. Ouais. Il règle ses comptes avec le peuple. C'est ce qui s'est passé, c'est la décennie noire. Or, il y a donc à la suite de cette première répression dictatoriale, il y a toute une série de musulmans algériens qui vont fuir l'Algérie, évidemment, pour éviter la répression qui, je reviens dessus parce que on en parle rarement. Il faut imaginer qu'il y a des responsables élus du Front islamique du salut qui seront envoyés dans un camp. Quand même, hein, c'est pas, on parlait des camps de Guantanamo. Ouais. Là aussi, c'est des choses qui se sont produites et qui vont fuir donc l'Algérie, qui vont aller en Angleterre, qui vont aller en Suisse, qui vont aller en France. Et en France, il y a toute un grand procès principalement, le procès Chalabi, qui va viser donc des Algériens musulmans en France, qui étaient accusés d'être des soutiens actifs du Front islamique du salut, qui n'étaient pas en réalité des personnes très influentes au sein du mouvement, mais qui étaient idéologiquement des soutiens. Et on va les placer, on va les soumettre à une persécution terrible. Imaginez que elle débute en 93-94, et ce sont des centaines de familles musulmanes qui vont être perquisitionnées, déjà à l'époque, et des centaines d'hommes musulmans qui vont être placés en détention provisoire pendant presque 4 ans, jusqu'à un procès en 1998. On s'en souvient parce que c'est l'année de la victoire de la Coupe du Monde. Donc Zidane, finalement les Arabes ça va. Pas tous, Zidane ça allait, mais d'autres ont connu donc ce fameux procès Chalabi en 1998. Procès tellement choquant, il y avait plusieurs centaines de prévenus, d'accord. Il y avait des dossiers qui faisaient parfois plus de 500 000 pages, qui étaient remplis un peu comme aujourd'hui, Oui. de scénarii en fait, hein, pour les accusés, et qui s'est tenu dans un gymnase. C'est-à-dire même pas dans un vrai tribunal. Vous savez, les gymnases, en effet, parfois, c'est employé pour des procès, mais c'est dans les procès spectacles de certains régimes dictatoriaux, l'URSS et d'autres, ils faisaient ça. Voilà. Bah, en France, ça s'est produit aussi en 1998. La plupart seront évidemment innocentés. Je crois qu'il y a presque trois quarts des prévenus, des accusés qui seront innocentés, mais qui auront quand même passé de 3 à 4 ans en détention provisoire, parfois à l'isolement. Donc, ils ont reconnu une persécution tout à fait terrible. D'autres seront finalement retenus comme coupables. Mais encore une fois, coupables simplement d'avoir été d'accord avec un mouvement politique démocratiquement élu, je le rappelle, en Algérie en plus et pas en France. Et évidemment, là aussi, cette Et là, c'est persécution. l'État dictatorial algérien qui souffle l'idée à la France, ou la France d'elle-même? Je dirais, c'est une bonne idée. Moi, je dirais que l'État dictatorial algérien avait encore de l'ADN français en lui. Voilà, c'est surtout ça. Quand on voit la réponse et à quel point elle est drastique, Mmh. je dirais qu'il y avait encore en fait en lui, il était encore colonisé de l'intérieur. Je lisais parfois des communiqués de certains mouvements musulmans qui disaient c'est terrible, la France, elle n'est pas partie. Les Français, oui, mais l'esprit est toujours là, simplement il est porté par d'autres. Mais il est toujours ici. Et, et évidemment, je parlais du procès de Ouais. 98, là aussi la persécution, catalysée encore une fois par des événements qu'on a un peu oubliés, mais des actes de violence politique qui sont menés à Paris en 95, il y en aura d'autres aussi. Euh, et voilà, donc ce contexte, en fait, ce scénario persécutoire qui se fonde sur une volonté dite antiterroriste, on le connaissait Mmh. déjà en France. Ouais. Donc, le fameux Patriot Act que vous avez mentionné, le juge français antiterroriste à l'époque, Bruguière, il s'appelait, qui a mené en fait l'enquête sur le procès Chalabi, eh bien, il sera invité par Bush et il sera l'un des principaux experts et conseillers de l'administration américaine pour mettre en place le Patriot Act. C'est-à-dire Oh. qu'on dira, les Français, ils gèrent. On va leur demander comment ils font, quoi, parce qu'ils ont déjà Il y a encore de la cet matière. échange de bons procédés. Encore une fois, toujours. Qui part de la capitale française. Ouais, le rayonnement culturel français. Ouais. C'est- Et vous évoquiez tout à l'heure l'exemple de la Bosnie. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que je parle de la Bosnie? Parce que on se souvient évidemment du génocide.
De 95. Exactement, exactement. Mais on oublie ce qui s'est produit avant le génocide. L'événement politique majeur qui s'est produit, c'est là aussi une victoire électorale à la suite de la chute en fait du régime communiste, une victoire électorale d'un parti musulman porté par Ali Izetbegovic. S'il est président à l'époque, c'est parce qu'il a remporté les élections, mais c'est pas un mouvement laïque, c'est un mouvement musulman, d'accord. Et cette victoire électorale, là aussi, on fait jamais le lien, mais l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une haine aussi féroce qui a été portée à l'ensemble des Bosniaques, c'est aussi du fait de cette réislamisation. Les Serbes disaient on va se venger des Turcs. Mais les Turcs, c'est pas une identité sécularisée, laïque ou même ethnique. Si vous voulez dire par Turc, c'est l'Empire ottoman, les musulmans. Ce sont des musulmans, en fait, ils sont revenus, en fait, d'accord, ils sont en train de se réislamiser, génocide. Et comment dirais-je, c'est le même type comment dirais-je, de procédé que l'on voit aussi à l'œuvre en Palestine. D'accord. La résistance palestinienne, elle est portée par plusieurs mouvements, évidemment, mais eux aussi, qui ont connu, pour aller très vite, mais qui eux aussi ont fait partie, comment dirais-je, ont été influencés par cette grande réislamisation. D'accord. On l'a retrouvé aussi après les printemps arabes en Tout à fait, 2011. tout à fait, Sur tout à fait, tout à fait. C'est quelque toute la chose de posture très... vis-à-vis des mouvements Tout à fait. d'ADN islamique. Exactement. Exactement, exactement. C'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement, mais on n'avait jamais vu un génocide en réponse. On l'avait vu en Bosnie, et maintenant on le voit comment dirais-je, en Palestine occupée. Et c'est ça qui est, à mon sens, très important de comprendre lorsqu'on se cherche à comprendre le phénomène islamophobe. Il convient de se rappeler que, je parlais de la violence politique, mais finalement, on peut même prendre un peu plus de recul et se rendre compte que systématiquement, lorsqu'il y a une croissance politique décisive de la part des mouvements musulmans, des mouvements politiques qui sont ancrés, comme vous l'avez mentionné, qui ont un ADN islamique, ancrés dans notre croyance, en fait, il y a systématiquement une opposition extrêmement forte et qui fait fi, en fait, des droits humains les plus basiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Hein. On l'a vu en Bosnie, c'est un génocide. En Algérie, c'est une guerre civile. En Palestine, là aussi, c'est un génocide. Donc, c'est avant tout ça, je crois, comment dirais-je, la leçon première qu'il faut retenir Est-ce qu'on de ne ce le retrouve phénomène. pas aussi quand on est à un niveau, je dirais, plus humble que celui de la politique, un peu plus bas, sur tout simplement l'organisation des Bien musulmans de sûr. France? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ce que je disais précédemment, c'est-à-dire maintenant, on vise tout le monde. Donc, en France, par exemple, on cherche à fermer et on a fermé jusqu'à des boucheries halal. Bah oui, parce qu'une boucherie, ça concourt à un environnement islamique qui, lui, est un terreau qui peut mener à une croissance politique de la parole musulmane. Vous voyez. Donc, il y a cette volonté vraiment d'aller à la source, quoi, Ouais. d'aller à la source et c'est très trivial, mais comme ça, on comprend mieux. C'est fermer le robinet, quoi. Voilà. Donc, c'est cette volonté-là que l'on retrouve de plus en plus et qu'on retrouvera de plus en plus depuis le génocide. Et ça, vous l'aviez un peu évoqué tout à l'heure, mais avec à disposition un arsenal juridique, administratif. Tout à fait. Très large. Quels sont justement quels sont les moyens à disposition justement, les plus importants? Oui, bien sûr. Les plus Tout. utilisés, Oui, les plus utilisés. les plus utilisés. Ouais. Oui, bien sûr. En ce moment, ce que l'on retrouve, je disais tout parce que c'est à la fois une boutade et en même temps, ça ne l'est pas. Puisque volontairement, l'État a déjà mentionné qu'il fallait employer une méthode dite à la Al Capone. C'est-à-dire qu'il OK. faut tout employer, n'importe quoi, quelles que soient les raisons, quelle que soit la législation. Jusqu'à la fraude à la CAF. Jusqu'à la fraude à la CAF, c'est pas grave. Vous pouvez tout employer afin de limiter cette croissance politique musulmane et donc viser des organisations musulmanes, mais aussi des établissements, des mosquées, des boucheries, ce que vous voulez. Il y a même eu ce qui est assez surprenant, il y a comment dirais-je, des bars à chicha. Je savais pas que c'était des lieux où, où l'islam était systématiquement évoqué, mais ça a été quand même très touché. Semble-t-il que peut-être qu'il n'y a pas que des chichas, en effet. Mais voilà. Mais oui, donc ils utilisent l'ensemble de la législation, comme j'ai dit, mais plus spécifiquement en ce moment, ce que l'on retrouve, ce sont des mesures administratives de type assignation à résidence, expulsion, et parfois même, ce qui est assez surprenant, des déchéances de nationalité. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu développer ou Tout à peut-être fait. nous donner un cas
qui met en lumière cet abus sur la déchéance de nationalité? Alors il y en a plusieurs. Alors pour rappeler un peu le cas de la déchéance de nationalité et pas pour, parce que j'ai pas non plus, envie qu'on soit trop, alerté. Ça reste assez, limité. Exceptionnel, ouais. Ça se développe, c'est une réalité, mais on parle de je crois que cette année, il y a eu une vingtaine de déchéances de nationalité qui ont déjà été prononcées. Ce qui est, à la fois peu et énorme. C'est-à-dire que, généralement, on parlait de quelques déchéances, 1, 2, 3, 4 par an, Ouais, parfois jamais. mmh. Là, on est déjà à 20. On parlait de moments tout à l'heure, il y a le moment Oui, du 7 octobre, il y a eu aussi peut-être aussi le moment des jeux olympiques tout à fait, qui a tout à accéléré. fait, tout à fait. Lui aussi qui a été employé comme prétexte pour protéger la sécurité nationale et les jeux olympiques, ce qui sont, finalement, c'est une volonté assez légitime, mais qui est systématiquement dévoyée afin de catalyser, encore une fois, une réponse punitive qui vise les musulmans. Mmh. Donc il y a eu, les chiffres que j'ai, il y a eu plus de 800 perquisitions qui ont touché, la communauté musulmane et plus de 500 assignations à résidence qui ont été mises en place pendant l'ensemble de la période des JO, et c'est toujours pendant cette période qu'il y a eu les fameuses déchéances de nationalité, une vingtaine en fait. Et sur les déchéances, ce qui est, intéressant, c'est que, pour l'instant, elles visent, le cadre juridique est assez, restrictif évidemment, et ça vise principalement des personnes qui étaient naturalisées. Donc on Mmh. a plusieurs Ouais. nationalités, naturalisés français, et donc si jamais on est coupable de ce que la législation, antiterroriste appelle, apologie terrorisme, ou ce que vous voulez, tout ce qui est lié au champ terroriste, eh bien on peut justifier une déchéance de nationalité. L'affaire la plus, connue, alors c'est pas une affaire qui s'est produite maintenant, mais qui est, je crois, c'est véritablement le symbole de la guerre, contre l'islam, de la guerre contre la terreur à la française. C'est la déchéance de nationalité de Kamel, Daoudi, qui se produit au cours des années, 2000. Pour vous faire un peu un retour rapide sur son affaire, Kamel est, en France, il me semble, je suis quasiment sûr, la première personne qui va être touchée par la répression qui suit le 11 septembre. D'accord. Il va partir en Afghanistan et en Pakistan avant le 11 septembre, ce qui était quelque chose d'assez, je vais pas dire commun, mais c'est pas illégal. C'est Il y quelque avait chose que énormément de personnes, enfin, c'est comme si oui, qui aujourd'hui était on par parlait de personnes qui allaient en Syrie, il y avait énormément de personnes tout qui à allaient en fait, qui allait Syrie, là-bas. Il y avait même pas de cadre, il y avait pas de guerre, quoi. Il y avait rien. Il y avait une volonté, de sa part, il en parle, et de beaucoup d'autres personnes, de redécouvrir en fait leur foi. Il revient quelques jours avant le 11 septembre. Le 11 septembre se produit et il est soumis à la vindicte étatique, française. Il va être placé en détention pendant et condamné pendant, je crois, plus de 6 ans, et on lui retire sa nationalité française puisqu'il est aussi, algérien, et là aussi on lui dit, on l'accuse, d'avoir voulu participer à un projet de violence politique. Ce qui est intéressant, c'est que les seules, preuves, façon de parler, qui vont être utilisées contre lui, ce sont des preuves qui vont être soutirées sous la torture, quand même, hein. Sous la torture de quelqu'un d'autre. Sous la torture, généralement, on ne dit pas la vérité, on dit tout n'importe quoi pour éviter la torture. C'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler. Et donc, c'est les seuls éléments qui vont permettre de justifier à la fois la condamnation, à l'emprisonnement et aussi la déchéance de nationalité. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est les conséquences de cette déchéance. Donc, cette personne sort de prison, elle est condamnée pour des faits de terrorisme, elle n'est plus française, et on va souhaiter l'expulser. On dit très bien, vous êtes algérien, on ne veut pas vous garder ici, vous devez quitter, la France pour repartir en Algérie. On parlait des années 90, vous imaginez que Ouais. repartir en Algérie avec le stigmate d'être, un terroriste, des termes que je ne reconnais pas, hein, mais c'est ça les termes qui sont employés. Vous imaginez que, le régime dictatorial n'est pas particulièrement, léger ou modéré, et il y avait un risque évident de torture. Risque qui sera reconnu par la Cour européenne elle-même. Donc elle dit: «On met un stop, pas d'expulsion». Il repart pas en Algérie. S'il part en Algérie, il sera soumis à la vindicte étatique. Or, s'il ne peut pas partir en Algérie, mais qu'il est déchu de sa nationalité, qu'il a été condamné, la France a décidé de résoudre, façon de parler, ce paradoxe, cette impasse juridique, en le soumettant à une assignation à résidence avec obligation de pointer quotidiennement au commissariat jusqu'à 4 fois par jour. Aujourd'hui, c'est 2 fois par jour, mais ça a été jusqu'à 4 fois par jour. Avec en plus le fait que les autorités publiques ont le droit de modifier son domicile, son assignation à résidence, en C'est un fait, peu n'importe quel instant. c'est le fait du prince, en fait. C'est on fait ce Complètement, qu'on veut, complètement. On fait systématiquement ce qu'on veut. même en se mettant en porte-à-faux vis-à-vis du droit international, parce Bien qu'il y a eu sûr, des bien cas sûr. où on a déchu de la nationalité française des personnes qui n'avaient
pas d'autres nationalités, donc ils sont Tout à devenus fait, apatrides alors que exactement, c'est pas, exactement. C'est ce qui s'est produit, dernièrement et en fait, à partir de l'instant où on souhaite persécuter la communauté musulmane et qu'on souhaite la persécuter en invoquant justement cette législation terroriste, il faut bien comprendre que l'état de droit ne tient plus. Plus rien ne tient. Ce qui est intéressant sur l'affaire de Kamel, imaginez que, c'est une affaire qui pourrait être réglée en quelques instants. Quand je dis quelques instants, c'est véritablement quelques instants. Il suffit que, le ministère reconnaisse, le caractère délirant de cette persécution et dise: «Bon, on retire l'assignation à résidence». Il a jamais rien fait de particulier depuis qu'il est sorti de prison. Il a jamais démontré aucune velléité, violente, malgré l'incroyable persécution à laquelle il fait face. Il avait jamais démontré, même avant, il a une famille, il est socialisé en France. Enfin, je veux dire, il y a aucune, raison, quoi. Mais malgré tout, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Ce qui est intéressant et c'est un détail qui est peu connu, c'est que la personne qui gère en fait ces dossiers, qui gère le dossier de Kamel et qui gère aussi, le dossier, d'Abdulrahman Ridwan dont l'expulsion a été validée et même d'autres. C'est, la numéro un d'un bureau très important au sein du ministère de l'Intérieur. J'invente pas, ça s'invente pas, elle s'appelle Pascale Léglise et elle est née en Algérie pendant la guerre. Donc c'est une fille de pied noir. Vous imaginez, on sort jamais on sort jamais de, comme je disais, il y a un caractère obsessionnel, parfois, et très toxique entre la France et l'Algérie, de la part de la France évidemment. Bien vous voyez, cette histoire-là, cette mmh, chronologie, elle est importante. C'est essentiel de la rappeler parce que certaines personnes vont les incarner. Donc, cette personne-là, parce qu'elle existe, je vous assure que c'est son nom, vous pouvez ouais. vérifier. Je crois qu'elle va bientôt partir, j'espère en tout cas, Inch'Allah. Enfin, j'espère. Je doute pas qu'elle ne sera pas remplacée par quelqu'un de très gentil, mais en tout cas, cette personne, elle incarne encore cette volonté de vindicte qui trouve ses Mmh. racines dans la lutte anticoloniale et qui ensuite se catalyse avec la guerre contre la terreur, etc. etc. Et pour revenir un peu sur, encore une fois, sur la chronologie, c'est un peu, comment dirais-je, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant, mais qui est assez peu connu sur l'influence des pieds noirs ou des enfants de pieds noirs dans l'islamophobie française. Donc j'ai mentionné cette personne qui a une position de pouvoir énorme, mais on oublie par exemple que la doctrine, c'est peut-être un grand mot d'utiliser la doctrine, mais le grand remplacement, l'idée du grand remplacement, on l'associe souvent, à juste titre, à Renaud Camus, puisque c'est lui qui l'a popularisé, mais ce n'est pas lui qui a inventé le concept. En réalité, le grand remplacement, c'est une théorie conspirationniste qui a été portée très longtemps par les communautés pieds noirs en France. Donc cette doctrine, elle naît dans leur littérature, entre autres, hein, mais ils l'ont portée très longtemps et jusqu'à ce que Renaud Camus en fasse ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire une théorie conspirationniste, mais qui est de plus en plus, disons, de plus en plus populaire et qui va jusqu'à influencer, on le verra plus tard, l'État lui-même. Pour parler d'une autre personne, aux origines algériennes et Ouais, qui influence l'État, tout à il y a eu un rapport qui a été commandé par, Gérard Darmanin tout à sur les fait, frères musulmans. Est-ce tout que à vous pouvez fait, nous dire, tout à bon, fait. il est plus en poste, mais le rapport devrait, est-ce que vous pouvez Sortir, ouais, ouais. Oui, bien sûr. Ce qui est alors, c'est un rapport, le sujet est assez incroyable. On parlait de théories conspirationnistes qui influencent l'État. Le sujet du rapport officiel, c'est, il doit traiter de l'infiltration des frères musulmans dans la société française. Donc le simple en fait, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. C'est le sujet lui-même démontre à quel point des théories conspirationnistes qui, il y a encore quelques années, étaient portées, comme je le disais, par Renaud Camus ou mmh, d'autres personnes qui étaient encore affectées d'un stigmate, comment dirais-je? Qui n'était pas encore mainstream, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, c'est porté véritablement par l'État qui a, auditionné pendant tout l'été et je crois qu'il continue d'auditionner encore des soi-disant, experts, je ne sais pas lesquels, mais on le saura lorsque le ouais. rapport va sortir, qui vont, en fait, essayer de, justifier cette théorie afin, évidemment, ensuite, de justifier une persécution qui sera nécessairement plus accrue. Puisque si on considère que les frères musulmans sont en train d'infiltrer la société française, eh bien, il faut évidemment empêcher cette infiltration par Par tous tous les les moyens, moyens ouais. nécessaires. Exactement. Et alors c'est un rapport qui naît dans l'idée prend forme lors d'un conseil de défense. Imaginez un conseil de défense, c'est une réunion entre le président, le ministre de l'Intérieur parfois et surtout
les personnalités les plus influentes en termes de sécurité nationale. On organise un conseil de défense, alors ça se tient assez régulièrement, mais de manière générale, il va être très influent pendant une épidémie, pendant une pandémie plutôt, lorsqu'il y a eu évidemment la pandémie il y a quelques années, lorsqu'il y a la guerre en Ukraine. Voilà, c'est des moments où le Conseil de défense va prendre des décisions très importantes. Des moments exceptionnels dans la Exactement. vie d'un. Et aussi, évidemment, lorsque, comme vous le savez, on a tous prêté allégeance à Hassan al-Banna ou son petit-fils, Tariq Ramadan, dans une cave en Égypte. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui à faire ce podcast. Ce sera coupé au montage, Inch'Allah, comme ça ils ne le sauront pas. Mais semble-t-il qu'apparemment c'est vrai. Et finalement, c'est ce qui est porté directement par ce rapport, qui naît en mai, comme je le disais, encore une fois, dans le cadre de cette catalyse de la réaction punitive étatique à la suite du 7 octobre et de la lutte de la résistance palestinienne. Mais cette campagne islamophobe à la française, on l'a située dans le temps, on l'a située géographiquement, avec, dans le contexte occidental, mais plus largement, elle est aussi étonnamment encouragée par certains pays du Golfe, Tout à fait. notamment Tout à fait. l'Arabie Saoudite, Tout à fait. les Émirats. Tout à fait. Comment enfin, ça semble comme ça un peu contre-intuitif. Et Tout comment à ça fait. se matérialise? Tout à Comment fait. Il faut revenir en fait à ce que vous aviez mentionné il y a de ça quelques instants. C'est la période du printemps arabe. C'est-à-dire que, vous savez, on parlait des Émirats arabes unis, je crois qu'il y a plus de 2 décennies, il me semble que c'était avant le 11 septembre, les Émirats arabes unis, je crois qu'ils avaient donné une sorte de récompense, un prix, pour la darwa, islamique, il me semble, à un savant indien qui s'appelle, Cheikh Hassan Ali Nadoui, qui est pas connu pour être, très laïque et pour être plutôt, contestataire au niveau politique, en tout cas qui porte une parole politique, qui avait écrit des textes connus, L'Islam et le monde et d'autres encore, de darwa religieuses, j'aime pas utiliser ce terme, mais religieuses et politiques, on va dire ça comme ça. Et je crois que c'est eux qui l'avaient récompensé. L'Arabie Saoudite, il y a plusieurs décennies, avait récompensé Maududi, qui est un savant très connu, lui aussi pakistanais, très politique, qui a porté des mouvements politiques au Pakistan. Donc ils n'ont pas un problème avec le politique. Voilà, on pourrait penser que ça va, que c'est peut-être pas des alliés, mais qu'en tout cas, bon. Euh, euh, mais que ce soit l'Arabie Saoudite depuis notamment les années 90 et là aussi un début de contestation politique menée par des musulmans et les Émirats arabes unis, eux, principalement depuis les printemps arabes, il y a une volonté de réprimer toute parole contestataire musulmane qui a un ADN islamique de manière absolument drastique et qui n'est pas limitée à leur simple contexte national. Donc, les Émirats disent, moi, je veux pas qu'il y ait un printemps arabe. Moi, je veux maintenir mon pouvoir. Je ne veux pas qu'il y ait de contestation chez moi. Mais je sais que si cette contestation, si cette croissance politique musulmane se fait ailleurs, elle se fera aussi chez moi. D'accord. Et notamment en France. Et notamment en France et notamment en Europe. Donc, les Émirats, par exemple, ils ont mis en place une liste. C'est incroyable, ils ont mis une liste européenne où vous trouverez toutes les organisations musulmanes des plus modérées, pas modérées, féministes, pas féministes. Tout le monde est mentionné, ils disent. Et ils mettent en place en fait une forme de diplomatie, de lobbying, afin d'encourager une répression qui va viser ces C'est organisations. la liste qui est sur le bureau du ministère de l'Intérieur ou c'est... Je ne sais pas si c'est la même, mais certainement qu'on va retrouver des noms qui sont sur les deux. Ça, c'est une certitude. Et parfois des organisations même qui sont humanitaires, oui, pas nécessairement des organisations purement politiques, on va dire ça comme ça. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, eux, ils sont allés encore plus loin. Ils ont décidé de rédiger une charte, ils appellent ça la charte de la Mecque, parce qu'en plus, ils ne sont pas orgueilleux, ils sont assez modestes. Et dans cette charte, qui est une charte qui est rédigée en plusieurs langues, en français, mais aussi en anglais, en espagnol, en italien, etc., eh bien, ils considèrent, ils disent que voilà, le blanc-seing religieux, puisque nous sommes l'Arabie Saoudite, c'est nous qui protégeons la Mecque et Médine, donc on connaît l'islam, Ouais. voilà. Donc, ils mettent en place cette charte où très explicitement, en fait, ils appellent à l'assujettissement des communautés musulmanes européennes à l'État. Vous dites un truc, quelque chose de... J'ai vu notamment dans un de vos articles, vous parlez de diplomatie religieuse Tout à au fait. service de l'islamophobie. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je parle de diplomatie, ils ont porté ce projet, ils ont porté cette charte en organisant une série de conférences en Europe où ils ont invité toute une série de... Alors moi j'appelle ça des savants de palais, c'est-à-dire des représentants des leaders un peu... Des cautions. des cautions, voilà, des garants en fait, hein,
qui sont pas vraiment des leaders des communautés musulmanes en Europe, mais qui sont des personnalités qui, comme vous l'avez mentionné, sont des cautions. En anglais, on dit native informant, voilà, des personnes qui sont là principalement pour valider toutes les décisions politiques, y compris les plus persécutoires, les plus islamophobes, et qui vont les justifier, qui vont les porter, qui vont les légitimer. Voilà. Donc, le président de la Grande Mosquée de Paris a été invité, il a fait son discours, mais c'est pas le seul. Ailleurs aussi, on retrouvera le même type de profil qui a porté cette charte. Et ce qui est intéressant dans cette charte, comme je le mentionnais, c'est que de manière très explicite, ils expliquent qu'il faut entièrement se soumettre à la législation, aux politiques des États dans lesquels nous vivons, quelle que soit leur nature par ailleurs, en invoquant la nécessité de paix, sécurité nationale, collaboration, voilà, des choses Et comme ça a ça. eu une vraie portée ici? Pour l'instant, je ne crois pas, lorsque ce projet est produit, est né en fait, hein, et qu'on a vu qu'il commençait à prendre un peu de force. Très rapidement, on a essayé de réagir, mais je dois dire que, depuis, 2021-2022, j'en entends plus trop parler pardon de cette charte. En France déjà parce qu'il y avait déjà la charte des imams Mmh. qui avait déjà fait le travail, et d'ailleurs c'est Shemseddin Hafiz lui-même qui avait dit que, je le paraphrase, je me souviens pas de ses paroles, mais il expliquait que l'esprit de la charte des imams et de la charte de la Mecque était quasiment le même. Et D'accord, il a raison, ouais. pour le coup. Il a rarement raison, mais cette fois-ci, oui. Et, Et du coup, ce oui. soutien, des Émirats et de l'Arabie Saoudite, il prend quelle forme concrètement? Si on devait, c'est un soutien financier? C'est un soutien, Je dirais que c'est un soutien politique, c'est une caution politique, d'accord, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir le discours islamophobe français. C'est-à-dire que, finalement, lorsque MBZ appelle, Macron, lorsqu'il y a des contacts, il y en a eu beaucoup entre des parlementaires français et des politiques saoudiens ou émiratis, eh bien ces politiques-là, saoudiens et émiratis, vont pousser à une, réponse islamophobe encore plus forte. Donc d'accord. ils vont nourrir et légitimer le discours islamophobe et la velléité islamophobe française et européenne de manière générale. En termes de financement, je j'ai pas les preuves. Je peux pas accuser pour l'instant, mais peut-être, on le verra dans le futur, peut-être que ça pourra prendre cette forme-là. Pour l'instant, c'est dans le discours politique et dans la légitimité, politique qu'ils essaient d'agir. J'ai, Ryan, 2 dernières petites questions. Sûr. La première, c'est, on revient un peu sur tout ce qu'on a dit, mais face à cet arsenal juridique, administratif, en fait, comment vous voyez concrètement la lutte contre l'islamophobie, ici en France? Il y a un militant, de la lutte contre l'islamophobie, qui dit souvent que c'est une bataille homérique. Mais c'est une bataille homérique en France et en réalité, partout dans le monde en réalité, hein. C'est pas un phénomène qui est circonstancié à la France, et évidemment, c'est une bataille qui sera de plus en plus, difficile. Pas, ça sert à rien de mentir sur cette question-là, mais en même temps, il ne s'agit pas non plus d'alerter et de paralyser les consciences, notamment en France où la communauté est déjà dans un état de sidération très fort qui l'empêche parfois de prendre la parole avec confiance, qui l'empêche de s'investir politiquement. Ça se comprend, hein, la persécution est très, 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 très forte. Mais je dirais que malgré cette catalyse, malgré une intensité qui ira croissante dans le futur, notre devoir en tant que musulmans demeure le même. Il s'agit toujours de lutter afin que la parole d'Allah soit la première. Donc ça, c'est pas quelque chose qui change dans le temps, dans le contexte, c'est toujours la même chose. Évidemment, on peut parler et on en parle souvent dans la communauté de hijra, de la volonté de partir et d'aller ailleurs. Ça s'entend, et moi je vais pas condamner cette approche. Vous savez, on parlait de l'Algérie à la fin de la conquête. Il y a toute une série de Rolama qui ont quitté l'Algérie, qui sont partis au Chem. Ils avaient combattu avant, Mmh. c'était pas des lâches, ouais, ça se comprend tout à fait. Mais on considère qu'on est entre 8 et 10 millions de musulmans en France, tout le monde ne va pas partir. Je vois pas là pour l'instant de terre promise vide où on peut envoyer 10 millions de personnes. Donc de toute manière, certaines personnes le feront, certaines familles ont déjà quitté la France, c'est une certitude, mais la grande majorité restera, et donc la nécessité de la lutte, elle demeure Mmh. évidemment, et il faut malgré tout,
je dirais, transmettre, un message, je dirais, d'espoir. On parlait de l'association des Rolama algériens. Ben Badis la fonde, enfin, il commence sa dawa en 1920-1921 à Constantine. Il est plus ou moins tout seul dans une petite mosquée, la mosquée verte de Constantine, et il donne des cours. C'est même pas l'imam de Constantine, c'est par tolérance administrative. On dit bon, il fait des cours intérieurs, mais allez, c'est pas grave. Ça a commencé comme ça, et il meurt en 1940, si je dis pas de bêtises. Il y a toujours la colonisation, le pouvoir, le pouvoir français est toujours en Algérie, mais pourtant c'est lui qui a mis les Ouais. fondations de la liberté ensuite. Donc il faut qu'on ait une vision à long terme. Je comprends que ce soit pas facile et tout le monde va pas forcément l'accepter, mais c'est vraiment le défi de notre foi. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a deux solutions. Soit on gagne, soit on ne gagne pas, mais on aura quand même fait ce qu'il faut faire. Donc de toute manière, on sera récompensé dans l'au-delà. Et c'est cette vision-là qui parfois peut nous manquer. C'est bien de le dire. Si moi je le dis aujourd'hui, c'est parce que si ça m'est inspiré, c'est parce que c'est moi qui dois l'entendre en premier. Je ne donne pas ici de leçons. C'est certainement moi qui suis le plus faible. Il y a pas de, c'est une certitude. Mais la voie demeure la même pour tout le monde. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Il y a de ça quelques minutes, on a reçu un message de soutien à Elias Dimzalen, qui est un activiste musulman pro-palestinien qui est en ce moment en garde à vue parce qu'il a condamné le génocide. Eh ben, on a reçu un message de soutien, des photos et des vidéos de la part de Gazaouis. Donc ils sont en train de faire face à un génocide. Au mieux, c'est la famine, au mieux, c'est la maladie. Et pourtant, par fraternité islamique, par attachement à l'islam, par amour pour Allah, bah, ils font le travail encore aujourd'hui. Ils le font eux. Nous, on ne fait pas face à un génocide. C'est dur. Il ne s'agit pas Il de faut nier ça. relativiser un Il peu faut aussi. relativiser quand même un peu et il faut continuer à s'investir. Et dans l'investissement politique, vous savez, il y a bien sûr la répression, on ne la nie pas, mais il y a aussi l'épanouissement. Il y a aussi la croissance. Mmh. Il y a aussi le fait de se rapprocher d'Allah Azza. Donc Donc, il y a un troisième chemin. Il y a voilà. pas Voilà, après tout, il y en a un troisième. Ils sont tous bons. Donc, voilà. il y a pas de perte de toute manière. Voilà. J'ai une dernière question, avant de finir sur le rituel, qui est sur la notion même d'islamophobie, Mhm. sur la construction sémantique du mot Oui, islamophobie. oui. Pour moi, c'est un mot, après je me trompe peut-être, mais c'est un mot qui veut rien dire, pas Mhm. dire grand-chose en tant que tel. Comment il s'est... En fait, j'entends Mmh, ce point de vue et il est légitime. En fait, nous, la raison pour laquelle on le reprend, mmh, c'est parce qu'il est devenu consensuel. C'est-à-dire que désormais, en réalité, ceux qui vont contester l'emploi du terme ou les définitions, de manière générale, ce sont les islamophobes. C'est-à-dire qu'ils utilisent, de moins en moins d'ailleurs, mais ils utilisent encore cette porte d'entrée pour délégitimer en fait l'idée selon laquelle la communauté musulmane serait soumise à une persécution, des injustices de manière générale. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs même les chercheurs eux-mêmes aujourd'hui, je discutais encore il y a peu avec une chercheuse à Liverpool qui me disait, lorsque j'entends ça, moi je dis, je rentre même plus dans le débat, puisque de toute manière, on sait à quoi on ouais, fait référence. Le terme n'est peut-être pas bon, mais d'accord, c'est celui qui s'est imposé. Voilà. Donc c'est d'accord, pour ça qu'on le reprend. Peut-être que dans plusieurs décennies, il y en aura un autre. On le reprendra aussi. d'accord. Tant que c'est un simple réceptacle. Alors on peut dire qu'il n'est pas parfait. Ça s'entend tout à fait, je peux l'entendre. Parce qu'on pourrait dire, comme on disait, bah, si c'est une sunna dans l'argel, ça va toujours exister. On a le droit de ne pas être musulman, donc on n'a pas le droit d'être d'accord avec les aspects de l'islam. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est pas D'accord, ça que ça signifie. Voilà. Donc on a le droit de pas être musulman, tant pis pour eux. Mais de toute manière, aujourd'hui, le terme s'est imposé, donc c'est celui-ci qu'on reprend. d'accord. Et on va finir sur la question rituelle Tiens, du phare. Trois bien. suggestions, Mhm, un film, d'accord. un livre et un documentaire. Et pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, on mettra les liens. Ah, très bien, très bien, très bien. Sur le documentaire, non. Film, j'ai envie. J'ai deux idées. Vous pouvez donner les deux. Je peux donner les deux. Alors, il y a la bataille d'Alger. Moi, je suis algérien, je ne peux pas échapper à mes racines. Mais je pense que c'est central, puisqu'on parlait des difficultés. On oublie à quel point la guerre de libération a été difficile et à quel point on partait de très, 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 très loin.
Vous savez, il y avait des auteurs musulmans égyptiens dans les années 20. Quand ils parlaient de l'Algérie, ils disaient: c'est comme l'Espagne. Un jour, ça a été musulman, mais ça y est, Mmh. c'est perdu définitivement. Finalement, on l'a reprise. Donc, et on partait de très, 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 très loin. Et la bataille d'Alger, évidemment, elle suit le parcours de certains très grands militants algériens. Elle rappelle les faits de torture, pardon. Donc, elle rappelle à quel point la violence a été comment dirais-je, sans limite. On parlait de l'état de droit qui n'existe plus lorsqu'on nous vise. Bah voilà, la démonstration, c'était ça aussi. Hem, mais elle rappelle aussi, je crois que c'est la scène finale. Je vais pas spoiler, mais c'est une scène qui est très, 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 très forte, où on entend, bon, si je spoil quand même, c'est pas grave. Non, faut pas Faut spoiler. pas spoiler, bon, je Non. je spoil pas, mais vous verrez, c'est une scène très, 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 très forte qui s'est véritablement produite, en Algérie D'accord. où, la population, malgré la violence de la répression, malgré les tortures qui étaient pas quelques personnes qui étaient torturées, c'est une torture systématique, eh bien, ils ont continué à porter le combat et ils ont réussi Mmh. à vaincre. Donc c'est un message positif. L'autre, film qui me vient, en tête, c'est, certainement surprenant, mais, c'est La planète des singes, l'affrontement et suprématie de Matt Reeves, que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Moi, j'avais pas aimé le livre, je trouvais que c'était très nul, mais, parce que ces 2 films-là, qu'en fait, c'est un film, c'est 2 chapitres, quoi, narrent la lutte entre une civilisation dont la croissance politique, grandit, et une autre qui est, en déclin et qui est de plus en plus déclin dans le sens de plus en plus Mmh. injuste et persécutoire. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que les scénaristes se sont inspirés, ils le déclarent eux-mêmes, de l'histoire de Moussa, alayhi salam, de la lutte entre Moussa et Pharaon. Donc il y a des références, je vais pas dire islamiques, mais eux-mêmes le présentent pas comme ça, mais en réalité, oui, Ouais. c'est vraiment ça. Et donc il y a ce film-là, pardon. Et pour le livre? Pour le livre, on m'avait déjà posé la question, je me souviens dans un autre podcast, j'avais dit, direct, hardcore. J'avais dit la conquête de l'Afrique du Nord par un historien militaire, Aga Ibrahim Akan, je crois qu'il s'appelle, j'oublie toujours son nom. J'avais cité parce que là aussi, il rappelle, au-delà de la narration, de comment ça s'est produit, il rappelle l'esprit des premières générations de musulmans. Et on ne pourra jamais être aussi bon qu'eux, c'est une certitude, mais on peut s'inspirer de leur esprit. Et parfois, on oublie à quel point les premières générations, tout ce qu'on leur doit et à quel point leur sacrifice était assez, vraiment incroyable. Imaginez que donc je parle de l'Afrique du Nord spécifiquement parce que la plupart des musulmans, en France, proviennent leur généalogie en fait, hein, Oui. provient d'Afrique du Nord. Imaginez que les premières générations de musulmans, il y avait pas d'avion, et quand on leur disait: «Bon, bah, faut porter la parole dans l'Argel, c'est, l'Afrique du Nord». Alors évidemment, vous allez pas être, accueillis, facilement. Ils vont s'opposer très certainement. Ah oui, c'est plusieurs mois de voyage, vous allez certainement pas revenir. Ils se sont pas dit: «Laisse tomber». Putain, ils y C'est sont vrai. allés, quoi. Vraiment, ils l'ont fait. Et c'est un point qu'il faut rappeler parfois. Je parlais de construction politique, d'investissement. Il y a de l'épanouissement. Moi, j'imagine pas, les Sahaba ou les premières générations se dire: Ouais. Franchement, je les imagine pas comme ça. Même face aux difficultés, et c'est ce que narre le livre, il y a cet enthousiasme, cette volonté de porter, une cause qui est plus grande que soi, et c'est pour ça que je mentionne ce livre-là. Merci beaucoup, Ryan. Merci, merci à vous. Merci. Merci à vous, merci Merci. à vous.